smartphone, site web, objets connectés. À chaque fois que nous nous connectons en ligne, envoyons des mails, achetons un billet d'avion ou même téléchargeons une application sur notre téléphone, nous laissons des informations sur nous. C'est ce qu'on appelle les données personnelles qui sont collectées en permanence. Nom, adresse, numéro de téléphone, photo, parcours scolaire, habitudes d'achat ou encore données de santé. Nous laissons chaque jour des morceaux de nous un petit peu partout et souvent sans s'en rendre compte. Et ces données sont devenues des ressources précieuses. Pour les entreprises, elles permettent de mieux cibler leurs clients et pour les institutions, elles facilitent la gestion des services. Mais pour nous citoyens, elles soulèvent une question essentielle. Qui protège vraiment ces informations? C'est là qu'interviennent les délégués à la protection des données, les DPO, Leur mission consiste à s'assurer que nos données soient traitées dans le respect de la loi, en toute sécurité et avec transparence. Pour en parler, Mégane Rancé est notre invitée ce matin. Bonjour. Bonjour Victor Damit, merci. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Juste rapprochez un tout petit peu le micro de votre bouche pour que tout le monde puisse vous entendre correctement. Merci beaucoup d'être avec nous, Mégane Rancé. Vous êtes donc DPO, déléguée à la protection des données à la CACL, et vous faites partie aussi de l'AFCDP, l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. L'association a organisé il y a 2 semaines un forum sur la protection des données et la sécurité de l'information avec ce titre, vers une souveraineté numérique pour les Antilles-Guyane. On en reparlera tout à l'heure dans quelques minutes. Déjà, et pour commencer, c'est quoi une donnée, Mégane Rancé? À quoi est-ce que ça ressemble? On en parle beaucoup, on en parle tout le temps, mais ça peut sembler un petit peu abstrait. Ça a quelle forme en fait une donnée numérique? Alors une donnée qui n'est pas forcément numérique d'ailleurs, elle n'est pas que numérique. Une donnée personnelle, c'est toute information qui va se rapporter à une personne physique, identifiée ou identifiable. Donc ça va être, comme vous l'avez dit, nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, adresse postale, etc. Et ça va être aussi des données indirectement identifiantes, comme la donnée indirectement identifiante par excellence, c'est le numéro de sécurité sociale. Oui. Mais c'est aussi les numéros de matricule au sein d'une entreprise ou d'une administration. Ça va être aussi un numéro d'adhérent ou un numéro client. Donc en fait, les données personnelles, c'est très très large. C'est toute information qui va se rapporter à un individu. Et comme vous l'avez dit, on en distille toute la journée. En fait, un renseignement qui nous concerne et qu'on va mettre en ligne, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas. En fait, exactement. Parfois, en fait, on nous prend nos données sans qu'on le sache. À partir du moment où on saisit le fameux smartphone quelques secondes et qu'on va, par exemple, sur Internet pour faire une recherche, on a déjà une collecte énorme de données personnelles sur nous qui se fait en temps réel. Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de malentendu, j'ai envie de dire, parce que dès qu'on parle de données, on pense souvent et on pense tous qu'il n'y a que les grandes entreprises qui les collectent pour nous proposer de la publicité ciblée, pour nous faire consommer plus ou regarder plus de vidéos sur YouTube par exemple, alors que les institutions, donc les administrations, les écoles, les hôpitaux, elles aussi collectent énormément de données dans le cadre de leur mission de service public. C'est pas qu'une histoire de Google, Facebook et Amazon, en fait, cette histoire de données. Ah, pas du tout, hein. En fait, la question de la donnée personnelle concerne tout organisme qui va collecter ces informations nous concernant. Oui. Vous, par exemple, pour faire cette interview, on s'est parlé, vous avez collecté mon nom, mon prénom, ma fonction et mes fonctions associatives éventuellement. Et là, vous avez fait, de ce fait, une collecte de données personnelles. Donc finalement, toute institution, quelle qu'elle soit publique, privée, associative ou pas, collecte des données personnelles sur les personnes avec qui elle travaille, que ce soit des agents, des salariés, des bénévoles, des adhérents, des clients, des usagers, peu importe. La personne physique qu'on a en face de nous à partir du moment où on collecte des informations sur elle. Est-ce qu'on arrive aujourd'hui à connaître, et de manière suffisamment bien précise, on va dire, non seulement la circulation de toutes ces données, mais aussi le commerce qui peut être fait à partir de tout ça? Pendant très longtemps, ce qui revenait, c'était de dire que c'était quand même un marché relativement obscur. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2025, on arrive à bien comprendre en fait ce qui se passe une fois que la donnée, elle nous échappe, Mégane Rancé? Alors malheureusement, non. Malheureusement, non, parce que la technologie avance et malheureusement on se rend compte que en tout cas le commun des mortels n'a pas conscience du cheminement de la donnée personnelle à partir du moment où il la met en ligne. On a coutume de dire que à partir du moment où vous donnez une information, où vous la mettez en ligne notamment, elle ne vous appartient plus. Ouais. Et donc il y a beaucoup de personnes qui font confiance à des réseaux sociaux, à des entreprises, à des administrations,
en leur confiant leurs données personnelles, mais en ne sachant pas quel est le processus derrière de traitement de la donnée. Et il faut savoir que, notamment, on va en parler, mais le fameux règlement général sur la protection des données, comme le faisait déjà la loi informatique et liberté, a rendu obligatoire l'information des personnes préalablement à tout traitement de données. Oui. C'est-à-dire que avant de collecter des données qui vous concernent, je dois vous dire quelles données je vais collecter et ce que je vais en faire. Notamment. Ben justement, puisque vous en parlez, pour protéger nos données, il y a l'Union européenne, c'était il y a 7 ans à peu près, qui a adopté ce qu'on appelle le RGPD, donc le règlement européen sur la protection des données personnelles. C'est censé être une espèce de bouclier numérique en quelque sorte, qui pose comme principe que personne n'a le droit normalement d'utiliser nos données personnelles sans notre consentement en fait. Qu'est-ce qu'il a changé concrètement ce règlement européen, Mégane Rancé ? Alors effectivement, on a fêté les 7 ans de l'entrée en vigueur du RGPD le 25 mai dernier. Oui. Le RGPD en France n'a pas révolutionné les choses, je tiens à le dire. Il faut savoir que depuis 1978, nous en France, on avait la chance d'être protégés par la loi informatique et liberté. La France était un État pionnier en la matière et le RGPD est venu simplement renforcer le droit des personnes pour leur permettre d'avoir plus de maîtrise de leurs données personnelles, venir renforcer les sanctions contre les contrevenants, parce que effectivement les sanctions étaient dérisoires pour les GAFAM dont vous faisiez allusion tout à l'heure, et puis un peu renforcer les obligations qui pèsent sur les organismes. Oui. Et ce RGPD effectivement on l'a vu, inciter beaucoup plus d'entreprises, d'organismes à faire de la donnée un vrai enjeu interne, parce que lorsque l'on protège les données, lorsqu'on applique le RGPD notamment, c'est aussi un enjeu de confiance vis-à-vis des utilisateurs, de nos publics. Et ça a vraiment permis à certaines entreprises, certaines administrations de se saisir des nouvelles technologies de manière sécurisée. Parce que on peut utiliser toutes les nouvelles technologies du monde, mais si on n'y met aucune sécurité, c'est un grand sujet. C'est quoi le bilan du coup qu'on peut faire de ce RGPD 7 ans après son adoption ? Alors 7 ans après son adoption, je pense qu'il y a plusieurs choses à mettre en perspective. Ici en Guyane, il me semble qu'il est encore timidement appliqué. Mais ça s'explique par plein de facteurs et notamment par le fait qu'on ait une inflation réglementaire qui s'applique à nous alors même, venant de l'Union européenne, alors même que nous sommes géographiquement placés en dehors de l'Union européenne. Et qu'il y a très peu d'experts formés sur le territoire pour pouvoir accompagner les entreprises et les administrations, et que ces entreprises et ces administrations, en tout cas certaines d'entre elles, n'ont pas encore saisi l'enjeu, qui n'est pas que réglementaire, j'insiste là-dessus. C'est un vrai enjeu à l'heure où on parle d'intelligence artificielle, et donc intelligence artificielle dit gourmande de données et notamment de données personnelles. C'est un vrai enjeu de sécuriser nos usages pour pouvoir construire des applications, des processus fonctionnels et pérennes. Inflation réglementaire, ça veut dire quoi ? On s'imagine tous un énorme document avec des milliers d'articles que doivent respecter du coup n'importe quelle entreprise ou administration. C'est à peu près ça le RGPD, c'est difficile à appliquer ? Alors c'est pas difficile à appliquer à partir du moment où on a des professionnels formés en la matière. Quand je parle d'inflation réglementaire, c'est qu'au-delà du RGPD, on a ces dernières années eu plusieurs autres réglementations, notamment le règlement en matière d'intelligence artificielle qui du coup est le pendant du RGPD spécifiquement pour l'intelligence artificielle, même si le RGPD s'applique à l'intelligence artificielle. Et puis vous avez bientôt, j'espère d'ici le début de l'année scolaire, la directive NIS 2 qui va être transposée en droit français et qui est le pendant du RGPD sur le volet cybersécurité, les deux étant très liés. Sauf que les entreprises, les administrations se retrouvent un peu étouffées par toutes ces réglementations qui sont des réglementations qui nécessitent quand même un œil expert et un accompagnement, que ce soit pour les TPE, les associations, les organismes, les administrations ou les grandes entreprises. Et c'est là que vous arrivez du coup en tant que DPO, donc délégué pour la protection des données. Qu'est-ce que vous faites d'ailleurs ? Il ressemble à quoi votre métier ? Alors le métier de délégué à la protection des données, c'est vrai que tout le monde se pose la question de quelles sont concrètement vos journées ? Le délégué à la protection des données est là pour travailler en amont avec les métiers, avec les collaborateurs, pour sécuriser au mieux leur processus de collecte et de traitement des données, de la collecte jusqu'à la destruction
de la donnée. Donc il est là pour conseiller en disant on peut y aller en faisant ça, en mettant ça en place comme mesure de sécurité pour s'assurer que finalement la personne qui vient nous confier des données personnelles, elle pourra nous faire confiance. Elle ne va pas se retrouver lundi matin avec une émission de Radio Pays en disant voilà, mon entreprise, votre entreprise n'en a rien à faire de vos données. L'idée du DPO, c'est vraiment de respecter à la fois les droits des personnes, mais également d'accompagner au mieux le responsable de traitement, c'est-à-dire le chef d'entreprise, le chef de l'administration, le chef de l'association, grosso modo, à répondre à ses obligations et à trouver un juste équilibre entre l'usage des nouvelles technologies, la collecte de données et la vie privée des personnes qu'ils ont en face. Comment est-ce que vous expliquez, enfin moi je trouve que c'est une espèce un petit peu de paradoxe, c'est que ça semble évident à tout le monde qu'on ne va pas donner une photo de sa carte d'identité ou de sa carte vitale à n'importe qui dans la rue ou à n'importe quelle entreprise, alors que dès que ça se passe sur internet et de façon plus ou moins numérique, on va dire, ou en tout cas digitalisée, là on le fait beaucoup plus facilement. Pourquoi est-ce qu'il y a un peu un deux poids deux mesures finalement sur ce sujet-là ? C'est tout le paradoxe. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, comme vous dites, les gens ont cette identité physique, ce patrimoine physique, ils ont tendance à le protéger plus facilement. Parce que c'est ancré, en fait, et que ça fait un moment qu'on s'est accoutumé à cette question de la vie privée physique, de l'intimité, etc. Lorsque on passe sur le numérique, les personnes perdent toutes barrières et ne mettent pas en place les mêmes mesures de sécurité, l'équivalent des mesures de sécurité qu'ils mettent en place dans la vie physique, ils ne les mettent pas sur la vie numérique, tout simplement parce que sur le numérique, tout est plus rapide, tout est plus accessible, et ça a l'air indolore. Parce que je ne vois pas les résultats tout de suite. Et je ne vois pas le visage d'une personne aussi en face de moi. Qui me vole mon portefeuille, je ne le vois pas. Je n'ai pas cette proximité avec le danger. Alors que le danger sur la vie numérique, il est d'autant plus présent. Et j'ai coutume de dire que finalement, le danger physique n'est plus à craindre. Parce qu'aujourd'hui, la vraie guerre, le vrai marché est sur la vie numérique. Ouais, parce que pour le coup, il y a des visages, il y a des personnes physiques derrière n'importe quel site internet, application ou logiciel qu'on va utiliser. Et il suffit de quelques informations aujourd'hui sur vous, votre nom, votre prénom, votre adresse mail, votre date de naissance pour faire une usurpation d'identité. Pour revenir au RGPD, à partir de quel moment, si je suis une entreprise, une association ou même une administration, j'ai justement besoin de désigner une personne comme vous, Mégane Rancé, un DPO, une déléguée à la protection des données? Alors, il y a plusieurs cas, et notamment lorsque les organismes ont plus de 250 employés. D'accord. Lorsque vous êtes une administration publique, c'est obligatoire. Et lorsque vous traitez certaines informations, notamment des données sensibles. Donc, il y a différents cas qui obligent la nomination d'un délégué à la protection des données. Mais je me permets, le fait de ne pas nommer un délégué à la protection des données, c'est une décision, on va dire, individuelle du chef d'entreprise ou du chef de la structure. Pour autant, ça ne vous exempte pas de respecter le RGPD. Le RGPD s'applique dès lors que vous traitez des données personnelles. Peu importe, à partir du moment où vous collectez des informations sur une personne, vous devez les respecter. Vous avez parlé de données qui parfois sont sensibles. Concrètement, les risques, on va dire, en cas de fuite ou de mauvaise utilisation, sur les conséquences que ça peut avoir, ça concerne quel genre de sujet en quelque sorte? Mais par exemple, les données sensibles, on va parler des données de santé. On pourrait avoir des informations très graves sur la santé d'un individu à un moment donné. Si par exemple vous faisiez des analyses auprès d'un laboratoire et qui ne protégeait pas vos données, on pourrait avoir des informations très sensibles comme des données bancaires qui circuleraient et qui permettraient de commettre un certain nombre d'infractions bancaires. Vous avez eu la fuite d'un opérateur très connu, en tout cas en France, métropolitaine, qui en fait a connu une fuite importante des IBAN et qui permettent de faire un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de données sensibles aujourd'hui qui, si elles sont révélées, peuvent être catastrophiques à la fois pour la vie privée, mais aussi pour la vie économique des entreprises. Et du coup, dans tout ça, l'AFCDP, Mégane Rancé, donc l'association qui fédère les DPO, les délégués à la protection des données, ça sert à quoi? Qu'est-ce que vous faites et c'est quoi votre champ de compétences, on va dire? Alors, l'AFCDP, c'est une grande association nationale de DPO, mais pas que, de professionnels de ce qu'on appelle la privacy, la protection des données. Oui. Qui sont là en fait, qui est là pour vraiment aider les organismes à monter en compétence sur ces questions de protection des données, à échanger, à réseauter, à partager des bonnes pratiques, des alertes, faire de la veille également.
Et la FCDP a des groupes régionaux. Nous, on a un groupe régional qui est le groupe Anti-Guyane, dont je suis co-animatrice, et qui permet d'organiser régulièrement des événements au cours desquels on échange sur nos pratiques et on découvre des sujets ensemble, on monte en compétence sur ces sujets-là. Notamment, la FCDP, chaque année, organise l'Université des DPO, qui est un événement sur 2 jours où on reçoit l'ANSSI, l'autorité bientôt de contrôle en matière de sécurité des systèmes d'information, l'autorité de contrôle en matière de protection des données, qui est la CNIL. On reçoit beaucoup d'organismes qui vont du coup parler de ces différents sujets, par exemple l'intelligence artificielle, par exemple la cybersécurité, pour les collectivités, pour les entreprises et les associations. Donc c'est vraiment un réseau très important qui met aussi à disposition un forum d'entraide où les délégués à la protection des données peuvent partager des sujets en toute liberté, et c'est vraiment une aide précieuse sur nos territoires. Mais est-ce que ce réseau, il est suffisamment développé? Et là, je parle uniquement du cas de la Guyane. Il y a combien de DPO, par exemple, ici sur le territoire? Alors, on a très peu de DPO désignés sur le territoire. On en a insuffisamment. Je vous donnerai pas le chiffre exact, mais on va dire que en tant que personne physique, il y en a moins de 10. Et après, il y a des entreprises derrière qui peuvent accompagner des structures, mais il manque encore beaucoup de DPO sur le territoire. Et par rapport aux besoins, on arrive à peu près à savoir les besoins, combien de DPO il faudrait en Guyane pour qu'on soit suffisamment armé sur cette question-là? Alors, en tout cas, la question, elle n'est pas tant de savoir est-ce qu'il faut les professionnels ou est-ce qu'il faut que les entreprises et les administrations comprennent qu'elles en ont besoin et qu'elles les nomment. Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai que la compétence n'est pas forcément toujours là, mais il y a aussi la question de est-ce que l'administration, est-ce que l'association, est-ce que l'entreprise a saisi qu'elle devait désigner un DPO? Et ça, malheureusement, on n'a pas encore franchi ce cap de maturité, donc il en manquera. Je pense qu'on a besoin encore, on a bien une 50aine d'organismes qui devraient avoir nommé un DPO, mais qui ne l'ont pas encore fait. Et après, au-delà du nombre, c'est quoi la photographie qu'on peut faire de la situation en Guyane, là, aujourd'hui? L'état des lieux, on va dire, de la protection des données. Est-ce que les entreprises, les administrations, les associations ont bien progressé là-dessus? Quand vous allez leur parler aujourd'hui, vous avez l'impression quand même qu'elles comprennent que c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sous le tapis? À mon sens, il y a un premier niveau de maturité qui a été acquis, mais c'est insuffisant aujourd'hui. Oui. Par rapport au développement des usages numériques qui se fait en parallèle, et notamment de l'intelligence artificielle. Les gens bondissent sur ces nouveaux sujets, mais ne se posent pas la question de comment protéger les données de mes clients, de mon public cible, en fait. Oui, parce que ça pose aussi la question de notre culture à tous, d'accord. Les institutions ne doivent pas faire n'importe quoi, mais il y a aussi le besoin, d'avoir une population, vu qu'elle est de plus en plus connectée, qui comprenne en fait tous ces sujets-là. C'est quoi le regard que vous avez, vous, sur notre niveau d'information en matière de données personnelles? De la même manière qu'à l'école, on va nous apprendre les maths ou l'histoire, est-ce qu'il faudrait pas aussi avoir des cours justement sur toutes ces questions-là pour qu'on soit bien armé? À mon sens, oui, c'est fondamental pour les nouvelles générations notamment d'avoir conscience de la question et des enjeux de la protection des données, et aussi de comprendre que en tant qu'individu, on a des droits sur nos données personnelles. On a des droits d'accès, de rectification, d'opposition, droit à l'oubli, droit à la portabilité. On a beaucoup de droits sur nos données dont on n'a pas conscience et dont on ne fait pas assez usage ici en Guyane. Alors, en Hexagone, ça se fait un peu plus, mais ici en Guyane, force est de constater qu'on ne s'approprie pas assez ce sujet-là. Le droit à l'oubli, vous pourriez nous rappeler ce que c'est exactement? Le droit à l'oubli, c'est le droit de pouvoir... en fait, grosso modo, c'est le droit de pouvoir exiger d'une entreprise, d'un organisme, l'effacement de ses données personnelles. Oui. Donc, on l'a connu avec le fameux droit au déréférencement de Google, qui est un démembrement qui permet en fait de demander à un moteur de recherche de ne plus figurer dans le résultat des recherches. Mais il y a un droit qui va plus loin, qui est plus gros, qui est la question du droit à l'oubli et du droit à l'effacement, c'est de dire, vous avez collecté des informations sur moi à un moment donné, ça fait 10 ans, aujourd'hui je veux que ces informations soient effacées. Ouais, on en parlait aussi beaucoup il y a quelques années avec tout ce qui touchait au revenge porn. Il y avait des vidéos pornographiques de telle ou telle personne qui circulaient sur Internet, et quand on tapait son nom, on avait des liens qui apparaissaient. Ces personnes-là pouvaient demander à Google d'effacer en fait tous les liens qui apparaissaient sur leur site. Alors il y a toujours des exceptions parfois dans ce genre de cas-là. Il y a des exceptions notamment liées à l'information du public, mais ce sont des cas très rares. Mais il y a ce droit-là qui est fondamental
fondamentales dont il faut qu'on se saisisse. Sur l'utilisation des données, Mégane Rancé, moi la phrase que j'aime bien répéter, c'est si c'est gratuit, c'est toi le produit. Est-ce que collectivement on utilise toutes ces applications sans nous poser les bonnes questions de comment est-ce que ça marche et comment est-ce qu'elles gagnent de l'argent, toutes ces entreprises? Je pense effectivement on se rue sur ces applications sans se poser la question. On a certaines applications, notamment ici aux Antilles-Guyane, qu'on utilise quotidiennement, à la fois à titre personnel et à titre professionnel, et c'est très problématique parce qu'on n'a aucune maîtrise de nos données personnelles, et ces applications se veulent de plus en plus friandes. Elles sont, j'ai coutume de dire, sexy. Elles ont toutes les fonctionnalités du monde, et je vous rassure ou je ne vous rassure pas, les personnes qui les mettent en place ne sont pas des humanistes. Non. Et ils sont là pour collecter, aspirer des données personnelles, et aujourd'hui on se pose pas ces questions-là de savoir ce qu'il y a derrière, ou en tout cas peut-être qu'on se les pose, mais qu'on se dit bon, c'est un moindre mal par rapport aux fonctionnalités de l'application et ce que ça me permet de faire. Ouais, je suis tombé sur ce chiffre tout à l'heure. La valeur du marché des données personnelles atteindrait 500 milliards de dollars partout dans le monde. On le sait, c'est un marché qui rapporte énormément d'argent. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en fait d'où il vient tout cet argent? Comment une donnée qui est récoltée sur votre téléphone ou le mien finit à la fin par rapporter de l'argent en fait à une entreprise et majoritairement une entreprise américaine? Alors oui, parce que en fait, plus on vous connaît, plus on est en capacité de vous vendre des services. Ouais. Plus on est en capacité de vous dire « Ah, vous avez acheté une robe rouge, voici des chaussures pour aller avec. » Donc ça, c'est une partie du business de la donnée. Mieux je connais mon client, mieux je peux lui vendre des choses qui vont le convaincre pour passer à l'achat. Mais ça, c'est la face, on va dire, visible. La face cachée, c'est le darknet. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des coordonnées bancaires, une pièce d'identité, ça se monnaie sur le darknet. On achète ces bases de données-là parce qu'à partir de ça, on peut faire de la sollicitation commerciale, on peut faire du phishing, on peut faire également des usurpations d'identité. Et on peut voler encore des sous. Donc, on a coutume de dire que finalement, la donnée personnelle, c'est l'or noir. Oui. Et de plus en plus, ça va être un sujet. Et ça devra devenir aussi, du coup, un sujet de plus en plus pour les concitoyens. Alors, et je reprends le nom du forum qui a été organisé il y a quelques semaines, vers une souveraineté numérique pour les Antilles-Guyane. On sait bien qu'aujourd'hui, notre territoire, il est dépendant de services et de technologies qui viennent de l'extérieur. Ça impliquerait quoi exactement? Pas de devenir autonome et souverain à 100% ici en Guyane, Mégane Rancé, mais en tout cas de réduire notre dépendance par rapport à tous ces acteurs extérieurs. J'ai coutume de dire que c'est vrai qu'il est compliqué d'arriver à une souveraineté 100% française du jour au lendemain. Mais j'ai coutume de dire qu'il faut diversifier ses usages et ne pas mettre ses œufs dans le même panier. Donc, essayer progressivement de se séparer de ces outils qui se sont rendus indispensables dans nos quotidiens, que ce soit nos quotidiens en tant que personnes physiques, que nos quotidiens en tant que professionnels. Oui. Il faut qu'on arrive à s'en séparer, à trouver des alternatives. Elles existent. Parfois, ça va demander certains sacrifices, peut-être un retour en arrière, mais est-ce qu'on n'a pas un prix plus cher à payer par la suite de tout confier à des États autres que l'État dans lequel on est? Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet sur nos administrations, sur nos associations, sur nos entreprises, parce qu'il en va de la pérennité de ces entreprises-là, Oui. à l'heure où la situation géopolitique tend à se tendre vraiment avec les États-Unis, mais aussi elle pourrait très bien se tendre avec la Chine. Et ces opérateurs-là disposent une omniprésence dans nos quotidiens en termes d'outils numériques aujourd'hui. Donc c'est vraiment un changement de comportement, mais c'est peut-être ça le plus difficile quand on a été habitué depuis une dizaine d'années à utiliser une certaine application de messagerie verte. On sait très bien que la changer comme ça du jour au lendemain, c'est pas forcément évident. Mais quelque part, on a connu une époque où on l'utilisait pas. Oui. Et on a connu une époque où on utilisait un autre service de messagerie qui était en ligne, qu'on a quitté du jour au lendemain pour autre chose. Donc, on est capable de le faire. Nous sommes des humains, nous sommes perfectibles, on est capable d'évolution, on a cette chance. Et on est capable d'aller vers autre chose, mais par contre, ça commence quelque part. Et souvent, ce que les gens me disent, c'est oui, mais pas moi, parce que ma famille, etc. Oui, mais et si ça commençait par toi? Ouais, en fait, la question qui nous est posée, c'est est-ce qu'on veut juste être des consommateurs de technologie ou des acteurs, on va dire, de notre comportement numérique? C'est à peu près ça le débat actuel dans lequel on est.
Est-ce que, vu qu'on parle de souveraineté, face aux géants du numérique, Mégane Rancé, donc les fameux GAFAM, est-ce qu'on a vraiment les moyens, à notre échelle, de protéger nos données si on continue d'utiliser leurs services? On a bien compris que si on arrête d'utiliser Google, Facebook et Amazon, ce sera évidemment beaucoup plus facile. Mais si on continue à les utiliser, déjà que l'Europe a du mal à peser face aux entreprises chinoises et américaines, est-ce que la Guyane peut vraiment faire quelque chose à mettre en place, on va dire, pour sortir un petit peu son épingle du jeu? Alors la Guyane, alors oui, mais surtout les concitoyens guyanais peuvent à leur échelle adopter des comportements qui vont en fait protéger davantage leurs données personnelles. Donc choisir ceux dont on va parler sur les réseaux sociaux. Par exemple, cette coutume de partager la géolocalisation, la localisation directe, c'est problématique parce que ça donne beaucoup d'informations sur où je suis et où je ne suis pas. Donc par exemple, des voleurs pourraient venir chez moi parce que je ne suis pas chez moi, je suis actuellement en vacances. Le partage, par exemple, des données sur les enfants, les visages des enfants. Sachez qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, on peut faire dire tout et n'importe quoi à partir d'une image, à partir d'un audio. Donc, on se pose la question de limiter les informations que l'on donne à consommer à ces réseaux sociaux et qu'on sécurise l'accès à ces réseaux sociaux par des mots de passe forts, par des doubles authentifications si on peut le faire, et qu'on apprenne peu à peu à segmenter les usages. C'est un usage professionnel, c'est un usage personnel, que je fasse la différence entre les deux pour ne pas exposer mon entreprise et m'exposer moi à des risques démesurés. Oui, vu que vous parlez d'enfants, j'avais lu il y a quelques années, à l'époque où Facebook était le réseau social numéro 1, que c'était justement via Facebook que les pédocriminels récoltaient le plus d'informations sur les enfants et après se faisaient circuler des photos un petit peu à droite à gauche. On voit bien quand même qu'on a aussi, nous, quelque chose à faire pour ne pas balancer nos photos, nos vidéos n'importe comment en ligne. Alors, il y a Facebook, il y a Instagram, mais il y a aussi et surtout TikTok. TikTok aujourd'hui, bien sûr. TikTok et Snapchat, ce sont des applications préférées des adolescents et c'est le meilleur moyen d'aller au plus près d'un enfant aujourd'hui. Ça sert à rien d'aller dans un parc d'enfants, aller sur TikTok et il en va de la responsabilité des parents de se poser la question de l'usage de ces outils. TikTok, YouTube, etc., Instagram, les créateurs de ces applications n'utilisent pas ces applications pour leurs propres enfants. TikTok même n'est même pas utilisable par les résidents chinois. Et on se pose pas la question de savoir pourquoi. Il y a tout ce qui touche à nos comportements individuels, vu qu'on parlait de souveraineté. Après, il y a tout ce qui touche aussi à la souveraineté, pour le cas de la Guyane, des infrastructures. Donc, en gros, comment est-ce que ces données-là circulent? Comment elles sont stockées? C'est quoi la situation là aujourd'hui à ce niveau-là, Mégane Rancé? Alors, la situation, c'est se poser la question de quand je vais sur Internet, quand j'envoie un message, par quel câble, par quel flux sont transmises ces données, et souvent par des câbles du coup qui sont sous-marins et qui passent par les États-Unis. Donc il y a un sujet de souveraineté dans tous les cas. Et puis aussi la question de où sont stockées nos données, et va se poser la question qu'il faudra suivre de manière avec plus de précision avec la collectivité territoriale de Guyane, la question de data center ou pas sur le territoire. Qui a un projet de création d'un data center ici en Guyane. Hein, oui, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, on oblige nos administrations, nos entreprises à héberger des données en Union européenne, en France, ou celles qui ne connaissent pas la réglementation aux États-Unis, par exemple, sans mesure de sécurité, alors que est-ce qu'on n'a pas une solution à développer une résilience locale en mettant en place des data centers sur notre territoire? On vous réinvitera, Mégane Rancé, avec plaisir, parce que le sujet est vaste et il y a encore beaucoup de choses à dire. Merci encore d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, co-animatrice de l'AFCDP ici en Guyane, l'association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel.